L'affaire des viols de Mazan est un des procès les plus choquants de ces 10 dernières années. Pendant plus de 10 ans, cet homme a drogué sa femme presque toutes les nuits, l'a violée et a invité d'autres hommes à faire de même. Lors de son procès en France, dont vous avez sûrement entendu parler, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale prévue par la loi pour ce type de crime. Alors beaucoup ont été surpris, moi la première, jugeant que c'était une peine trop faible par rapport à la gravité des faits. Aux États-Unis, un criminel ayant commis autant de crimes aurait été sûrement condamné à des centaines d'années de prison. Pourquoi notre système judiciaire ne permet pas des condamnations plus lourdes dans des cas aussi graves? Et pourquoi il y a une telle différence entre la France et les États-Unis dans ce genre de situation? Hello, moi c'est Anaïs, j'ai 25 ans, je suis avocate aux États-Unis, je décrypte l'actualité d'un point de vue juridique. L'affaire Dominique Pellicot, également surnommée l'affaire Mazan, est l'un des procès les plus sordides de ces dernières années en France. Dominique Pellicot a administré à sa femme pendant des années des médicaments extrêmement puissants pour la plonger dans un état d'inconscience totale. Une fois endormie, il la violait et il invitait d'autres hommes trouvés souvent sur internet à venir dans leur maison pour le faire. Il a filmé des centaines de viols, accumulant plus de 450 vidéos de ces crimes. L'affaire a éclaté le 2 novembre 2020 lorsque Dominique Pellicot, alors âgé de 71 ans, a été surpris dans un supermarché en train de filmer sous la jupe de clients du supermarché. C'est un agent de sécurité qui s'en est rendu compte, qui a arrêté Dominique Pellicot, qui a prévenu la dame et qui a appelé les autorités de police. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Lors de l'enquête, les autorités ont trouvé des choses absolument choquantes, notamment en fouillant dans son ordinateur, dans son téléphone, etc. Ils ont retrouvé des échanges entre Dominique Pellicot et d'autres hommes sur le site qui s'appelle Coco, où il mettait des annonces proposant à des inconnus de venir violer sa femme le soir lorsqu'elle était endormie avec des médicaments qui s'appellent le Temesta. Les enquêteurs ont également trouvé un dossier contenant plus de 600 photos et vidéos très explicites et attestant que les agressions se sont déroulées entre 2011 et 2020, principalement dans la maison du couple Pellicot. Gisèle Pellicot, qui était donc mariée à Dominique Pellicot depuis près de 50 ans, a appris tout ça lors de l'enquête. Elle n'était au courant de rien parce qu'elle était inconsciente lors des faits et elle a pris connaissance de ces photos et de ces vidéos lorsque les policiers lui ont montré au cours de l'enquête. Alors bien sûr, suite à ça, la famille a explosé et le procès a commencé. Parmi les preuves accablantes de Dominique Pellicot, il y avait notamment un disque dur contenant des centaines de vidéos de ses différents viols et agressions sexuelles, des traces de substances médicamenteuses très puissants dans le corps de sa femme Gisèle et les preuves des échanges avec les complices qui venaient violer Gisèle la nuit. Ce procès, il a résonné dans le monde entier. Ça a été vraiment un symbole très puissant, notamment parce qu'elle a voulu que ce procès ne se fasse pas à huis clos. C'est toujours proposé lors de procès pour des mineurs ou des cas d'agression sexuelle pour protéger la victime. Elle a exprimé son souhait de ne pas faire ce procès à huis clos pour que l'on puisse voir le visage de tous ces violeurs, pour que la honte change de camp. Gisèle Pellicot, c'est vraiment devenu un symbole. C'est une femme extrêmement forte. Elle a été d'ailleurs à la une de nombreux magazines dans le monde entier et merci beaucoup à elle d'avoir voulu lever le voile sur ce genre d'affaires. Donc il y avait vraiment une énorme attente du public de manière générale et pourtant Dominique Pellicot a été condamné à seulement 20 ans de réclusion criminelle. C'est la peine maximale prévue par la loi française pour des viols aggravés, notamment sous l'emprise de substances, même s'ils sont répétés et organisés. Parmi la cinquantaine d'autres hommes accusés, tout le monde a été reconnu coupable, mais ils ont eu des peines bien moins lourdes, 3 ans jusqu'à 15 ans de prison. Il y a de nombreuses personnes qui ont été choquées de cette sentence, moi la première, et la question elle se pose: pourquoi, dans des cas aussi graves que ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à Gisèle Pellicot, le criminel ne peut pas être condamné à une peine plus importante et proportionnelle aux faits? En France, les peines ne se cumulent pas lorsqu'elles sont prononcées dans le cadre d'un même procès. C'est le principe du non-cumul des peines, c'est inscrit dans l'article 132-3 du Code pénal, qui limite la peine à celle qui correspond à l'infraction la plus grave. Dans cette situation, Dominique Pellicot a été jugé et condamné pour énormément de chefs d'accusation. Viol aggravé sur son épouse Gisèle Pellicot, tentative de viol et viol aggravé sur la femme d'un co-accusé, captation d'images à caractère sexuel concernant son ex-femme Gisèle Pellicot, sa fille Caroline et ses 2 belles-filles. Donc il a été reconnu coupable pour tous ces chefs d'accusation. Pourtant, pour le punir, le tribunal a appliqué la peine correspondant à l'infraction la plus grave, qui est le viol aggravé. En France, c'est 20 ans de réclusion criminelle. C'est une peine de prison à partir de plus de 10 ans. 10, 15, 20 ans, ça va être de la réclusion criminelle. En fait, peu importe qu'il ait commis un viol ou 100 viols, la peine maximum à laquelle il peut être condamné, c'est 20 ans. Et c'est donc pour ça que malgré l'horreur de ces crimes, Dominique Pellicot n'a pu être condamné qu'à 20 ans de prison. La seule limite à ces 20 ans, c'est si le viol entraîne la mort. Et dans ces cas-là, la peine maximum
maximum est 30 ans de réclusion criminelle. Ce principe de non-cumul des peines, il s'applique que lorsque les différentes infractions sont jugées lors de la même procédure, lors du même procès. C'est-à-dire que si une personne est jugée pour un meurtre, un viol et une agression dans le même procès, il ne pourra avoir une peine que pour l'infraction la plus grave qui, dans ce cas-là, est le meurtre. Je sais pas si c'est clair. Alors attention, si les infractions sont toutes jugées dans des procès différents, l'accusé pourra écoper de peines qui se cumulent dans les 3 procès différents. Mais dans quelle mesure est-ce que des infractions vont être jugées dans un même procès ou dans différents procès? Qui décide de ça? C'est le procureur de la République qui décide si différentes infractions seront jugées dans un seul ou différents procès. Le procureur de la République, c'est celui qui représente l'État pour faire régner la sécurité, etc. dans la société. Dans un procès pénal, on aura donc l'avocat de la défense qui va représenter l'accusé, l'avocat de la victime qui va représenter les intérêts de la victime mais il n'est pas obligatoire, et le procureur de la République qui va défendre les intérêts de l'État. Le procureur de la République demande d'ailleurs à la fin du procès une certaine peine au juge et le juge tranche en fonction des différentes preuves qu'il a eues. C'est également le procureur de la République qui décide s'il faut poursuivre quelqu'un pénalement ou non, et c'est lui qui choisit si les infractions seront jugées dans une procédure ou dans différentes procédures. Ça va dépendre de si les infractions sont liées entre elles ou non, de la gravité des infractions, de la complexité de l'affaire, des preuves, etc., des différentes enquêtes qui sont en cours, et également de l'efficacité judiciaire, c'est-à-dire que, en fait, les tribunaux, ils sont tellement engorgés, parfois pour que ça aille plus vite, on met toutes les infractions dans un même procès. Ce système, il a souvent été critiqué parce que ça voudrait dire que si une personne commet différents crimes qui n'ont rien à voir entre eux, elle pourrait être punie que pour un seul des crimes et non pas pour tous. L'affaire Mazan a suscité énormément de réactions. Il y a eu d'autres affaires comme notamment l'affaire Dino Scala, surnommé le violeur de la Sambre. Il a été condamné en 2023 à seulement 20 ans de prison pour 54 viols et agressions sexuelles sur plus de 30 ans. Mais il y a aussi des nuances à apporter à cette critique. Bien que dans les faits, les infractions sont souvent jugées en même temps, c'est pas tout le temps le cas. Par exemple, après que Dominique Pellicot ait été condamné et reconnu coupable de viol de son ex-femme, la fille de Dominique Pellicot, donc Caroline Darian, a porté plainte contre lui. Si à l'issue du procès contre sa fille, il est condamné, cette peine-là s'accumulera à la peine qui existe déjà de 20 ans de réclusion criminelle. Et il y a également une autre limite, c'est que lorsque quelqu'un est accusé de nombreuses infractions, le juge va souvent être beaucoup plus sévère dans la prononciation de la peine envers lui. C'est-à-dire que par exemple, le viol aggravé, c'est maximum 20 ans de prison, mais dans les faits, les personnes condamnées pour viol prennent en moyenne 11 ans de prison. Donc c'est la moitié de moins que ce que Dominique Pellicot a pris, et c'est la moitié moins que la peine maximale. Tous les autres accusés de ce procès, ils ont été condamnés entre 3 et 15 ans de prison, et il y en a qui ont pris 3 ans avec sursis, donc ils sont ressortis libres. Ça prouve bien qu'un viol en France, c'est condamné de manière assez faible. La condamnation de 20 ans reste très rare, et là ça a été le cas parce qu'il a commis des centaines de viols. Il aurait sûrement jamais été condamné à 20 ans de prison s'il avait commis un viol. Donc bien que le maximum reste le même, le maximum est rarement atteint dans le cas d'une seule infraction et il est atteint dans le cas de plusieurs infractions. Alors comment ça se passe aux États-Unis et pourquoi les personnes peuvent prendre des centaines d'années de prison? Aux États-Unis, la grosse différence avec la France, c'est que les peines se cumulent. Chaque crime est jugé individuellement et reçoit une peine distincte. Ce cumul des peines peut aboutir à des peines extrêmement longues, parfois des centaines d'années. Par exemple, un criminel qui commet 5 meurtres, il pourrait être condamné à perpétuité 5 fois. Si un violeur en série commet une cinquantaine de viols, il va être jugé et condamné 50 fois pour des viols, donc il pourrait être condamné à 300, 400 ans, 500 ans. Donc si Dominique Pellicot avait été jugé aux États-Unis, il aurait probablement écopé de centaines de prisons. Et c'est déjà arrivé. En Californie, il y a un homme qui a été condamné à 707 ans de prison en 2023 pour avoir agressé sexuellement 16 jeunes enfants. La personne ayant été condamnée au plus grand nombre d'années dans l'histoire des États-Unis, c'est Charles Scott Robinson en 1994 qui a été condamné à 30 000 ans de prison. Dans les faits, condamner quelqu'un à 150 ans de prison ou à 30 000 ans, ça revient au même. C'est plus symbolique pour dissuader les gens de commettre des atrocités. Parce qu'aux États-Unis, les peines sont très sévères et ils hésitent beaucoup moins à mettre des gens en prison. En fait, le système américain, il repose sur un système juridique très différent de celui en France. Déjà, il y a un principe de punition proportionnelle aux actes. C'est-à-dire que chaque acte doit être individuellement sanctionné. Et la peine doit refléter le nombre de victimes. Un criminel ayant fait 100 victimes doit purger une peine pour chacune d'entre elles. En France, en fait, que quelqu'un ait violé une personne ou 100 personnes peut donner l'impression aux victimes qu'il sera puni de la même manière. Aux États-Unis, comme la peine reflète chaque victime, ça donne vraiment un sentiment de justice plus fort aux victimes et aux familles des victimes. Mais cette manière de percevoir la justice, elle a surtout un enjeu politique et médiatique. Il y a des juges qui sont nommés, il y a des procureurs qui sont élus, etc. Bref, c'est un système différent qui fait que s'ils sont trop doux, ça peut nuire à leur carrière et à leur réputation. Donc ils ont tendance à être assez sévères. Mais il y a également les procès qui sont bien plus médiatisés aux États-Unis qu'en France. On a le droit de prendre des photos, on a le droit de prendre en vidéo, alors qu'en France, c'est seulement des dessins des journalistes. Il y a une attente vraiment de la part de la société. Et comme les procès sont bien plus médiatisés, ça incite la justice à prononcer des
peines exemplaires. Comme Dominique Pellicot était reconnu coupable de plusieurs centaines de viols, s'il avait écopé de 2 ans de prison pour chaque viol, il aurait pris par exemple 2000 ans de prison. Déjà, il faut comprendre que le non-cumul des peines, c'est pas un simple détail juridique, c'est un principe fondamental du droit français. En France, il y a la Constitution, les traités internationaux, les lois et les règlements. En gros, chaque norme doit absolument respecter les normes qui sont plus élevées. Les lois doivent respecter les traités internationaux et doivent respecter la Constitution. Ici, le principe de non-cumul est une loi. Elle doit donc respecter les traités internationaux et la Constitution. Bien qu'elle ait la valeur d'une loi, elle répond à des principes fondamentaux qui sont dans le bloc de constitutionnalité. Ce principe repose sur le principe de non bis in idem. On ne peut pas punir une personne 2 fois pour les mêmes faits. Alors, dans cette vidéo, on va pas s'attarder sur ce principe-là parce que ici, on ne parle pas de punir quelqu'un 2 fois pour les mêmes faits, mais on parle de punir quelqu'un différentes fois pour différents faits. Donc ici, le principe non bis in idem, c'est pas le sujet. Mais surtout, il répond au principe de proportionnalité et de nécessité des peines. C'est dans l'article 5 et 8 de la DDHC, donc de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et cette DDHC, elle est dans le bloc de constitutionnalité. Ça veut dire qu'elle a une valeur constitutionnelle. En gros, on recherche constamment un équilibre entre la sécurité, la sauvegarde de l'ordre public, etc. et le respect de la proportionnalité des peines, de la dignité des humains. Le Conseil constitutionnel qui vérifie bien que tout corresponde à la Constitution et s'occupe d'interpréter la Constitution lorsqu'on lui demande. Il est vraiment très strict là-dessus. Il veut qu'elle soit condamnée de manière proportionnelle et nécessaire. Et en fait, il estime qu'il y a un seuil où il est plus utile pour la société de condamner plus une personne. C'est pas utile d'additionner les peines pour sauvegarder, pour protéger la société, du coup on va pas le faire. Par contre, s'il y a une récidive, attention, les peines sont bien plus importantes. Comment on pourrait changer ce principe ? On pourrait tout simplement modifier cette loi. Tant qu'elle correspond bien à la Constitution et aux traités internationaux, en soi, on pourrait changer cette loi. Mais déjà, comment modifier une loi en France? Ok, je vais vous expliquer un principe hyper important qui va vachement vous aider dans votre vie du quotidien et pour mieux comprendre le système français, c'est très simple. En France, il y a 3 piliers. Le pilier législatif, c'est ceux qui font les lois. C'est le... Il y a quoi déjà? Punaise, confond-toi avec les États-Unis. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale et le Sénat, ils sont dans le Parlement. Ils rédigent les lois, il y a plein de partis politiques différents qui sont représentés, etc. C'est pour ça qu'on vote pour les élections parlementaires, c'est parce que c'est eux qui vont créer nos lois en France. Qui applique ces lois? Donc lorsque le pouvoir législatif fait une loi, le pouvoir exécutif exécute ces lois. Dans le pouvoir exécutif, il y a le président de la République et le gouvernement. Et le gouvernement, c'est le Premier ministre et tous ses ministres. Donc en fait, ils sont séparés. Le Parlement, il n'est pas en lien avec le président et le Premier ministre, les ministres, etc. Et il y a le 3e bloc, législatif, exécutif et pouvoir juridique. C'est les juges, c'est les tribunaux, et ils s'occupent de punir ceux qui ne respectent pas les lois. Normalement, c'est clair. Et ça, c'est hyper important, les gars. Une nouvelle loi est faite lorsque une des 2 chambres du Parlement fait une proposition de loi ou lorsque le gouvernement fait une proposition de loi. Quelle que soit la personne qui est à l'origine de la proposition de loi, elle est envoyée au Parlement. Ensuite, du coup, le texte, il est examiné, il est discuté dans chaque assemblée, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, et il se renvoie la balle jusqu'à ce que les 2 se mettent d'accord. Lorsque tout le monde est d'accord, ils envoient le texte au président de la République qui signe la loi et la promulgue. Le problème, c'est que si on modifiait cette loi du principe du non-cumul des peines, elle risquerait de violer la Constitution, donc le principe de proportionnalité et de nécessité des peines. Si une loi viole la Constitution, alors elle est bloquée par le Conseil constitutionnel qui analyse les lois et vérifie qu'elles soient bien conformes à la Constitution. Donc du coup, la deuxième solution, ça pourrait être de modifier la Constitution. Mais comment on modifie la Constitution? C'est à peu près comme les lois. L'initiative, elle vient soit du Parlement, soit du président de la République. Attention, pas du gouvernement, du président de la République. Ensuite, le texte doit être adopté comme une loi, donc il se renvoie la balle. La différence avec la procédure de la loi, c'est que pour les lois, si les chambres elles sont pas d'accord, alors il y a un petit groupe qui se crée avec un petit peu de membres du Sénat, un petit peu de membres de l'Assemblée nationale pour qu'ils se mettent d'accord. Pour une modification de la Constitution, c'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus dur à ce qu'on arrive à un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et enfin, il faut promulguer la loi. Alors là, attention, c'est différent. C'est pas le président de la République qui promulgue la loi comme les lois. Soit c'est par un référendum, donc c'est-à-dire qu'on demande au peuple français de voter s'il est d'accord ou non. Soit c'est par un nouveau vote du Congrès. Et là, attention, c'est pas juste une majorité du Congrès. Il faut que la majorité des 3/5 du Congrès vote pour. Bon, si ça vous semble compliqué, c'est normal. Ça arrive pas si souvent que ça de changer la Constitution. Et c'est fait justement pour être compliqué à être changé. Mais alors là, vous allez me dire, bon d'accord, mais du coup, on pourrait très bien modifier cette loi. Pourquoi personne ne veut la modifier? Ça pourrait être potentiellement barré par le Conseil constitutionnel, mais si elle est bien écrite, finalement, elle pourrait respecter la Constitution et être modifiée. Déjà, il y a un premier problème, c'est qu'il faut qu'il y ait tous les partis politiques qui soient d'accord. Parce que je vous rappelle que dans le Parlement, il y a
tous les partis politiques qu'on a élus. Vous savez, quand on dit que les partis ont des sièges, en fait, c'est des personnes qui ont été élues de tel parti à l'Assemblée nationale. En général, les 10 partis politiques, ils s'aiment pas trop. Spécialement, en ce moment, c'est pas l'amour fou entre les différents partis politiques. Donc, c'est très dur à ce qu'ils se mettent d'accord. En fait, il suffit qu'un seul parti politique qui ait suffisamment de sièges s'y oppose et tout tombe à l'eau. En gros, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est un pilier du droit français et toucher un pilier, c'est pas si simple. Et il y a également la question de l'acceptation sociale parce que c'est un débat dans la société, tout le monde n'est pas pour enlever ce principe-là. Comme historiquement le droit français il est basé sur la proportionnalité des peines et la réhabilitation des personnes incarcérées dans la société, augmenter et cumuler le nombre de peines, ce serait vraiment pas du tout évident à être accepté par la société. Donc en fait l'affaire de Mazan, elle a mis en lumière un principe en France qui est quand même assez critiqué. C'est vraiment une différence énorme entre le système français et le système américain. Mais après le débat il reste ouvert. Faut-il revoir le système pénal français pour mieux prendre en compte des crimes en série? Ou doit-on préserver le principe de proportionnalité et de nécessité des peines? Je suis moi-même assez partagée, mais je pense qu'il faudrait quand même revoir quelque chose. Dans certaines situations, en fait, je trouve ça moins cohérent. Laissez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aiderait beaucoup pour me lancer dans mon projet. Gros bisous!